Canada lors d'une conférence qui avait pour intitulé La neutralité du droit, donc sur un sujet bien plus vaste en réalité, mais où j'avais proposé de traiter des questions de neutralité de l'Internet. Et c'est un petit peu de cela que nous allons effectivement parler. Moi qui ne suis absolument pas spécialiste de droit de la concurrence, je suis plutôt spécialiste de droit de la propriété intellectuelle, comme le disait tout à l'heure Sébastien. Mais vous allez voir que finalement, je ne vais parler ni de droit de la propriété intellectuelle, ni de droit de la concurrence. C'est une petite façon de dire qu'en réalité, on va s'interroger justement sur le pourquoi, finalement. Pourquoi l'échange illicite d'œuvres en ligne, donc bien sûr, ça a un rapport avec le sujet, pourquoi l'échange illicite d'œuvres en ligne eh bien, interroge le droit de la concurrence, et s'il interroge le droit de la concurrence. De prime abord, en effet, la question peut parfaitement surprendre parce que, comme nous l'a fort bien présenté Sylvain Chatry, la diffusion illicite d'œuvres en ligne est d'abord une problématique d'atteinte au droit de la propriété littéraire et artistique et pourrait être cantonnée, ce qui est déjà pas mal, à l'articulation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et les droits et libertés fondamentaux, dont parmi ces droits le droit de la communication, la liberté d'expression. Quel rôle, alors du coup, le droit de la concurrence a-t-il à jouer ici? Quel est le rôle des opérateurs du net dans la régulation, le rôle, voire la responsabilité d'ailleurs, des opérateurs du net dans la régulation de la diffusion des œuvres en ligne? Que leur diffusion soit d'ailleurs licite ou illicite. Alors, pour répondre à cette première question, qui est une question finalement assez préliminaire, pour répondre à cette question, il faut rappeler quelques éléments de fait. En réalité, en effet, l'échange ou la diffusion en streaming ou grâce à d'autres protocoles, comme le protocole de peer-to-peer, l'échange ou la diffusion donc en streaming ou par les techniques de peer-to-peer des œuvres audiovisuelles en particulier, est particulièrement gourmand en bande passante. Et du coup, les opérateurs, il est vrai, rechignent, depuis déjà plusieurs années, à acheminer les flux sans autre contrepartie, et notamment sans que les plateformes, notamment, participent aux coûts supplémentaires d'interconnexion, etc. ou pour le paiement des infrastructures nécessaires pour l'acheminement des flux. Une enquête, d'ailleurs, diligentée par l'ORES. Alors, l'ORES, alors, je vais peut-être faire défiler mes voilà, petites slides. Une enquête diligentée par l'ORES. L'ORES, c'est l'Office des régulateurs européens des communications électroniques, qui était une enquête qui date de 2012, avait révélé en effet des sources d'inégalités dans l'acheminement des flux sur l'Internet, via l'Internet. Des inégalités qui étaient liées en fait à la réduction de la vitesse de partage de fichiers de poste à poste, de pair à pair, ou alors réduction de la lecture vidéo en transit de la part de certains fournisseurs. L'étude avait en fait, en résumé, mis en évidence que 18% en réalité des fournisseurs d'accès à l'Internet bridaient, volontairement bien sûr, le trafic d'échange de fichiers en peer-to-peer. Sous couvert de réaliser des économies en bande passante, en limitant la quantité de données envoyées par les utilisateurs sur les réseaux P2P, ou sous couvert de décongestionner le réseau aux heures de pointe, le filtrage, la dégradation, voire le blocage du trafic des échanges par les fournisseurs d'accès seraient liés, et sont d'ailleurs liés parfois, à une volonté de la part de certains opérateurs de privilégier leur propre plateforme payante, mais légale, de diffusion de contenu, et encouragée d'ailleurs en cela par les industries culturelles, ce qui peut paraître assez logique compte tenu de ce que l'on vient de dire ici. Ces techniques discriminatoires, reposent sur un examen approfondi du paquet, ce qu'on appelle en langage technique le Deep Packet Inspection, DPI, qui consiste en fait, par une technique relativement sophistiquée, qui est largement déployée par les opérateurs aujourd'hui, qui consiste en fait à lire des contenus de manière assez précise pour pouvoir savoir en effet que les contenus contiennent des fichiers reproduits ou diffusés de manière illicite. L'exemple de Comcast aux États-Unis, qui avait bloqué en 2008 les contenus utilisant le protocole d'échange de pair à pair BitTorrent, sans lien avec des périodes de congestion, ni
avec la taille des fichiers et sans transparence avec les clients était à cet égard assez édifiant. En témoigne également une autre affaire qui a opposé le fournisseur d'accès à l'Internet Free à Google, qui l'accusait de ralentir le débit en direction de la plateforme YouTube. Dans cette affaire, l'ARCEP, le régulateur, donc l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes français, donc, a, après enquête administrative, décidé qu'aucune pratique discriminatoire de la part de Free ne pouvait être mise en évidence. Cette décision, que je vous invite d'ailleurs à lire, tant elle permet de comprendre, ce qui n'est pas une mince affaire, permet de comprendre le fonctionnement des relations technico-économiques de l'acheminement des flux entre opérateurs. Elle est parfaitement claire, très bien construite. Cette décision de l'ARCEP, eh bien, ou même la décision suite à l'affaire Comcast, sont des décisions finalement qui sont complètement révélatrices des tendances actuelles qui poussent les fournisseurs d'accès à l'Internet à revendiquer de la part des autres acteurs, à savoir les fournisseurs de services de communication publique en ligne ou les intermédiaires techniques, une participation financière destinée à couvrir le coût des infrastructures, comme je le disais tout à l'heure, en contrepartie d'une communication de bonne qualité. Alors notons également, pour compléter le tableau, que c'est également les tensions qui existent actuellement, qui existent, comme je le disais, entre les fournisseurs d'accès et les autres acteurs de l'Internet, existent également entre les fournisseurs d'accès à l'Internet et les autorités de régulation. Le principe même, en effet, d'une régulation des télécommunications et des réseaux n'a pas fait que des adeptes. Ainsi, les fournisseurs d'accès ont-ils tenté, vivement et parfois avec succès, de combattre devant les juges le rôle que pouvait jouer, notamment aux États-Unis, la Federal Communications Commission, la FCC, en raison des effets qualifiés de catastrophiques pour les investissements que pouvait avoir, en période de récession économique, l'adoption de règles empêchant les fournisseurs d'accès de prioriser les flux. Alors, la FCC avait en effet défini quelques principes de régulation en 2005 et elle fut désavouée par la Cour d'appel fédérale du district de Columbia à travers deux décisions, une de 2012, une de 2014. Et elle s'est vue rappeler en fait les limites de son intervention dans la régulation des télécommunications. Dès lors, un nouveau projet de réglementation soumis à la concertation publique par la FCC a permis désormais, depuis 2014 aux États-Unis, aux opérateurs de faire payer les fournisseurs de contenu pour maintenir une vitesse de connexion optimale. Il s'agit alors, et les accords passés entre Netflix et Comcast en février 2014, c'est tout récent, ont ainsi pu être validés sur la base de cette nouvelle réglementation. Ce qui indique la volonté, en fait, de la part des opérateurs, du coup, de créer un Internet, comme on dit, à plusieurs vitesses. De même, en France, l'autorité de l'ARCEP a-t-elle été contestée par les opérateurs américains AT&T et Verizon, et leurs filiales françaises, bien sûr, qui avaient contesté une des missions de l'ARCEP relative à la collecte d'informations sur les conditions techniques et tarifaires de l'interconnexion et de l'acheminement des données. Et il se trouve en France, en revanche, que le Conseil d'État a pu valider la décision de l'ARCEP, qui datait de 2012. Le Conseil d'État a en effet jugé que la collecte était nécessaire et proportionnée à l'accomplissement des missions que la loi lui confie et a donc estimé que la décision était tout à fait valide et totalement proportionnée et correspondait aux missions qui étaient confiées à l'ARCEP en vertu du principe général de neutralité de l'Internet, terme qu'emploie véritablement le Conseil d'État. Justement, au nom du principe de neutralité de l'Internet, il est donc tout à fait permis à l'ARCEP, l'autorité de régulation française, de vérifier un certain nombre de données qui sont des données, des données tarifaires et des données relatives au flux pour l'acheminement des données et qui doivent être pratiquées en toute transparence. Alors j'ai lâché le mot transparence, transparence étant en effet l'un des principes fondateurs de la neutralité de l'Internet, j'aurai l'occasion d'y revenir. En Europe, plus précisément, c'est le troisième paquet télécom qui avait été transposé en France par l'ordonnance du 24 août 2011, qui a en premier
pour la première fois, on va dire, ajouté à la liste des objectifs de régulation le fait de devoir veiller à l'absence de discrimination. J'ai lâché le second mot, non-discrimination. À l'absence de discrimination dans des circonstances analogues dans les opérations entre opérateurs et fournisseurs de services de communication au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services. Et puis, poursuit la loi, et de favoriser, il s'agissait également donc de favoriser la capacité des utilisateurs finaux d'accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à accéder aux applications des services de leur choix. Au passage, les pouvoirs de l'ARCEP, à l'occasion de l'adoption des directives qui composent le troisième paquet télécom, à cette occasion, les pouvoirs de l'ARCEP ont été étendus pour justement régler les différends relatifs aux conditions réciproques, techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services. Mais ces dispositions, donc, qui étaient des dispositions émanant des directives composant le troisième paquet télécom, ces dispositions transposées en France par l'ordonnance du 24 août 2011, dont on retrouve les dispositions dans le Code des postes et communications électroniques. Ces dispositions ont parfois, et à partir du moment où elles ont été adoptées, ont été qualifiées de minimalistes. Car, en effet, il a été estimé par certains qu'elles restaient essentiellement centrées sur des objectifs de concurrence, de transparence et de concurrence libre et loyale. Entre transparence à l'égard des concurrents, transparence à l'égard des consommateurs et concurrence libre et loyale entre opérateurs. Elles sont donc apparues rapidement comme insuffisantes pour garantir de manière positive l'interdiction de mesures discriminatoires empêchant un accès libre et ouvert à l'Internet. Cette insuffisance a évidemment très tôt été observée en France à travers un certain nombre de rapports. Je vous en ai dressé ici la liste. Rapports commis par le gouvernement, par le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, par l'ARCEP, qui a commis 2 rapports qui sont des rapports excellents. Le rapport de la Quadrature du Net, le rapport d'information La Rosière et RL, le rapport du Conseil national du numérique, le rapport du Conseil d'État tout récent, la mission d'information de l'Assemblée nationale, et puis on trouve également 2 propositions de loi françaises qui ont été proposées, qui ont été non pas adoptées, mais simplement proposées en 2011 et 2012. Il s'agit, à travers ces propositions, en effet, donc, de garantir de manière positive l'interdiction de mesures discriminatoires qui empêcherait donc un accès libre et ouvert au réseau et qui empêcherait également la possibilité d'innover librement sur le réseau. Alors après avoir tergiversé, la Commission européenne a lancé en 2012 une vaste opération de consultation et ouvert un calendrier assez serré, d'ailleurs il faut le noter, pour légiférer sur la question de la neutralité du net. Aujourd'hui, c'est à travers le 4e paquet télécom qu'est soumis au débat à travers la proposition d'un règlement européen l'objectif de neutralité du net. Je vous ai dressé ici aussi la liste de l'ensemble des étapes du processus de réflexion autour de la neutralité de l'Internet au plan européen. On arrive ici à la fin de ce processus, enfin peut-être à la fin, ça c'est la question qui est posée aujourd'hui, est-ce que c'est la fin de ce processus? On n'en sait rien encore, mais en tout cas cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 mérite d'être effectivement analysée parce que elle justement, cette proposition de règlement affirme véritablement le principe de la neutralité du net. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu dans quels termes. Alors pour la première fois, serait peut-être donc consacrée cette notion de neutralité du net, ou en tout cas les obligations qui en découlent et qui sont exposées à l'article, en particulier à l'article 23 de la proposition de règlement. Qu'est-ce que c'est que la neutralité du net? La neutralité du net, d'abord c'est une formule. C'est une formule, ça n'est pas un principe juridique, il n'est consacré pour l'instant par aucune disposition légale. C'est un principe formulé par un universitaire en 2003, Timothy Wu, dans son ouvrage Network Neutrality Broadband Discrimination. Et c'est un principe, en fait, qui est présenté au-delà du droit de la concurrence. Et c'est pour ça que je disais du droit économique de la concurrence. C'est pour ça que je disais que finalement, je ne ferai pas tout à fait du droit de la concurrence. Et que c'est un principe qui se veut beaucoup plus général, qui est un principe général donc de régulation des services de communication électronique susceptibles d'assurer et de garantir l'universalité du réseau dont le fonctionnement présente des enjeux, on le sait,
à la fois politiques, économiques et sociétaux très forts. L'Internet serait ainsi, comme certains le pensent, et je reprends ici l'expression de Jean-Ludovic Silicani, président de l'ARCEP, serait donc un bien collectif stratégique qui doit fonctionner de façon optimale et au bénéfice de tous, requérant par conséquent l'intervention de la puissance publique. Que recouvre donc ce concept? Ce concept ne doit pas être confondu avec l'autre concept qu'on utilise volontiers et qui est là consacré sur le plan légal, qui est le concept ou la notion de neutralité technologique. C'est un principe consacré en droit de la communication par le Code des postes et communications électroniques, qui signifie que la loi doit pouvoir s'appliquer dans ses principes comme dans ses effets, quelle que soit la technologie utilisée. C'est la neutralité technologique. Autrement dit, si la technologie peut éventuellement être l'occasion d'un aménagement de la règle de droit, elle ne doit en aucun cas avoir pour effet de l'infléchir, ni de la remettre en cause. Dès lors, en tant que technique de communication, le net doit obéir, bien sûr, à ce principe de neutralité technologique. Néanmoins, le principe de neutralité technologique ne peut en aucun cas se résumer à cela. En effet, il permet d'une certaine manière d'appeler à la rescousse le droit, dont le rôle serait d'imposer certains actes d'abstention aux opérateurs assurant le fonctionnement de la technologie, afin, en fait, d'éviter un risque de censure qui ne serait pas fondé sur des motifs d'ordre politique, bien que cela puisse exister par ailleurs, mais sur des motifs qui seraient davantage des motifs d'ordre économique. Il recouvre donc les questions suivantes, celles qu'on a posées un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire les opérateurs peuvent-ils réguler le trafic en fonction du caractère licite ou illicite des contenus? Les opérateurs peuvent-ils brider les informations qu'ils proposent à leurs abonnés et mettre en place un Internet à plusieurs vitesses, dont la célérité précisément varierait selon le tarif payé par l'utilisateur du réseau? La réponse apportée par la proposition de règlement, qui est actuellement en discussion au sein du Conseil des ministres des États de l'Union européenne, qui a été votée par le Parlement. La réponse du Parlement européen, la réponse apportée par la proposition de règlement est à cet égard assez claire. Selon la proposition de règlement, en effet, comme vous pouvez le lire ici, les fournisseurs de communications électroniques au public doivent, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'Internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, ralentir, dégrader ou traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. C'est donc un principe d'abstention, et je ne ferai qu'évoquer du coup les intitulés de mes parties. Vous aurez tout le loisir de lire cette contribution lorsqu'elle sera publiée en effet à la revue Droit de l'immatériel. Je ne fais qu'évoquer les principes retenus par la proposition de règlement, sachant qu'en plus il s'agit de droit prospectif, donc un peu virtuel pour le moment. Mais il est intéressant de dire qu'en effet, le principe de neutralité est d'abord un principe d'abstention. Il s'agit d'imposer aux opérateurs de ne pas agir, surtout l'urgent est de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas filtrer, de ne pas brider les échanges en fonction de leur contenu. C'est un principe d'interdiction que l'on connaissait au demeurant déjà, puisque ce principe il est contenu finalement dans les dispositions de la loi pour la confiance en l'économie numérique, qui était elle-même la transposition de la directive 2000 commerce électronique, et dont j'avais rappelé en tout cas les grands principes. Le principe en effet d'interdiction de filtrage, comme l'a rappelé également un petit peu tout à l'heure Sylvain Chatry, consiste à dire que les fournisseurs d'accès à l'Internet n'ont pas d'obligation générale de surveillance. Ils ne peuvent donc pas voir leur responsabilité engagée du fait de la communication d'un certain nombre de contenus qui présenteraient un caractère illicite. Leur responsabilité ne peut être engagée que s'ils ont connaissance. D'abord, si le contenu est manifestement illicite, et puis que s'ils ont connaissance du caractère illicite du contenu diffusé par leurs moyens. Et puis, rappelez également qu'en revanche, ils ont la possibilité de procéder à une surveillance ciblée, prescrite néanmoins par l'autorité judiciaire. C'est la condition, en effet, qui consiste à admettre que le juge peut ordonner, bien sûr, le filtrage lorsqu'il s'agit d'une mesure qui sera propre à prévenir ou faire cesser une atteinte, soit un droit d'auteur ou droit voisin, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, soit de faire cesser un dommage, de prévenir un dommage ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service
de communication publique en ligne sur le fondement de la loi pour la confiance en l'économie numérique. Sachant que ces règles ont été évidemment appliquées en jurisprudence de manière très stricte, et il faut louer ici les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment celle du 24 novembre 2011, qui est un véritable exemple et qui en plus donne des leçons en matière de séparation des pouvoirs, je trouve assez fabuleuse. Cette décision de la Cour de justice qui véritablement interdit, ou en tout cas s'oppose à l'idée que l'on puisse, sur la base de répertoires, confier aux fournisseurs d'accès la possibilité aux fournisseurs d'accès de brider les échanges d'œuvres qui font l'objet d'échanges illicites. Cette décision est tout à fait remarquable et elle a été suivie par 3 arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 qui, de la même manière, sur un autre sujet mais tout à fait corollaire, prévoit qu'en effet, il n'est pas possible de prévenir de manière non temporaire, en réalité, l'échange illicite et donc de filtrer les contenus sur Internet. Le principe posé par le règlement de l'Union européenne est donc un principe plus large que celui que l'on trouvait dans la loi sur la confiance en l'économie numérique. C'est un principe de non-discrimination. C'est l'article 23.5 de la proposition de règlement qui prévoit donc qu'il ne peut pas être, que les contenus ne peuvent pas être bloqués, ralentis, dégradés ou traités de manière discriminatoire. Une obligation donc négative de prioriser les flux et une obligation positive néanmoins en présence de services spécialisés. C'est-à-dire que cette absence ou cette interdiction de prioriser les flux ne doit pas nécessairement empêcher les fournisseurs de proposer des services spécialisés, notamment d'accès à la télévision, qui sont des services qu'on appelle les services spécialisés dans le langage du règlement de l'Union européenne. Des services spécialisés ou des services gérés, parce que ce sont des services qui fonctionnent en réseau interne et qui sont gérés en interne par les opérateurs. Donc ces services spécialisés qui demandent effectivement d'avoir une bande passante ou d'avoir un flux de très grande qualité et à haut débit, ces services spécialisés d'accès à la télévision connectée notamment ne sont pas interdits en vertu du principe de non-discrimination. Ce sont des services autorisés, mais néanmoins à certaines conditions. C'est-à-dire que l'acheminement de ces services spécialisés ne doit pas avoir pour effet de dégrader l'accès général à l'Internet par ailleurs. Et puis, il est quand même affirmé dans la proposition de règlement de l'Union européenne que ce principe de non-discrimination peut faire l'objet de limites ou d'exceptions s'il s'avère qu'une gestion raisonnable du trafic doit être effectuée, doit être mise en place, notamment parmi les mesures de gestion raisonnable. Il faut effectivement parfois prioriser pour éviter les risques de congestion, donc ça c'est quelque chose dont tient compte le règlement de l'Union européenne. Il faut parfois prioriser également pour éviter à la clientèle, aux consommateurs, aux utilisateurs de recevoir des spams de manière abusive, à condition néanmoins que le filtrage des publicités et des spams soit indiqué et que les consommateurs, les utilisateurs soient informés du fait que les fournisseurs d'accès filtrent un certain nombre de spams. Et puis évidemment, mesures de gestion raisonnable qui sont préconisées ou acceptées en tout cas dans le cas de menaces à l'intégrité et à la sûreté du réseau. Quoi qu'il en soit, toutes ces mesures de gestion raisonnable qui sont un peu des tempéraments ou voire des limites au principe de non-discrimination doivent toujours être prises de manière transparente, non discriminatoire, proportionnée et elles doivent être nécessaires, le tout sous le contrôle et la surveillance des autorités nationales de régulation bien sûr. Petit paragraphe sur la transparence et l'information précisément, mais je passe cette question-là, qui est une question somme toute assez classique. En résumé donc, si le règlement de l'Union européenne était adopté par le Conseil, alors 3 choses pourraient être constatées. Tout d'abord que l'échange illicite d'œuvres en ligne ne relèverait pas du seul droit de la concurrence. Ça relève d'un principe, comme je l'ai dit, beaucoup plus général, qui est un principe de régulation et qui ne relève pas seulement du droit de la concurrence, comme je le disais tout à l'heure. Deuxième observation, et
c'est une clin d'œil à l'actualité. Netflix, qui doit déjà participer en vertu de l'exception culturelle française à la production de certain nombre de vidéos françaises de films, dont le film Marseille, qui est en cours de production apparemment, eh bien, devrait payer un prix plus élevé certainement pour entrer dans la zone UE, en raison du fait que le flux qu'il permet d'acheminer est un flux asymétrique et donc qui est économiquement très lourd à gérer pour les fournisseurs d'accès européens. Il y aurait donc certainement un droit d'accès dans ce qu'on appelle les terminaisons d'appel, un droit d'accès à payer supplémentaire pour entrer dans la zone Union européenne. Voilà. Et puis enfin, si le règlement de l'Union européenne était adopté par le Conseil, alors Popcorn Time aurait assurément quelques beaux jours devant lui. Je remercie à cet égard mes étudiants du master, que grâce à eux, je sais ce que c'est que Popcorn Time, grâce à Thomas en particulier, parce que c'est effectivement un site très innovant, enfin un protocole de téléchargement et de visionnage également en streaming, donc qui couple en réalité effectivement la technique du streaming et de l'échange de pair à pair, et qui permet de visionner de films en très haute qualité, très rapide, une technologie en fait innovante, hein, comme on les voit fleurir sur Internet, précisément en vertu du principe de la neutralité de l'Internet, qui permet donc de manière encore plus forte que pour les opérateurs Mega Upload, de visionner de manière illicite les œuvres en ligne. Popcorn Time, à suivre, bien sûr, cette histoire de cette nouvelle technologie qui, malheureusement, voilà, sont des occasions, encore une fois, de porter atteinte au droit de la propriété intellectuelle, mais qui permettent également l'innovation sur Internet. Je vous remercie.